Je m'appelle Grace. J'ai 34 ans. Et en juillet dernier, ma famille m'a dit que je ne faisais pas vraiment partie de la famille. En plein visage, et devant mes enfants. Ma tante a bloqué la porte d'entrée de la ferme de ma grand-mère, elle m'a regardé droit dans les yeux, et a dit, « Qui t'a invité ? Ici, c'est pour la vraie famille. » Ma mère se tenait à 1 mètre derrière elle. Elle n'a pas dit un mot. Elle n'a même pas levé les yeux. Je venais de conduire pendant 11 heures depuis Nashville, avec mes 2 enfants, Mason, 7 ans, et Lily, 4 ans. Ils avaient des coups de soleil, ils étaient à moitié endormis, mais tellement excités de voir des cousins qu'ils n'avaient pas vus depuis 3 ans. Au lieu de cela, mon fils a regardé sa mère se faire refouler, comme une étrangère. Ma fille s'est cachée derrière ma jambe. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai remis mes enfants dans la voiture, j'ai roulé sur 1,5 km, et j'ai passé un seul coup de téléphone. 48 heures plus tard, les mêmes personnes qui m'avaient fermé cette porte, m'appelaient en me suppliant. Avant de vous raconter ce qui s'est passé, si cette histoire vous parle, un j'aime ou un abonnement représente beaucoup pour moi, mais seulement si c'est sincère. Laissez votre position et votre heure locale dans les commentaires. Je veux savoir d'où vous m'écoutez. Maintenant, laissez-moi vous ramener au matin du 11 juillet, le jour où je me suis réveillé à 4 heures du matin, où j'ai chargé la voiture, et où j'ai entamé ce trajet de 11 heures, un trajet qui a tout changé. 4 heures du matin. Il faisait encore nuit à Nashville. J'ai porté Lily en premier. Elle ne s'est pas réveillée, elle s'est juste recroquevillée dans son siège auto, comme une virgule. Mason est sorti tout seul, son sac à dos sur une épaule, les yeux à moitié fermés. « Maman, il fait nuit », a-t-il chuchoté. « Je sais, mon bébé. On a beaucoup de route à faire. » J'avais préparé la voiture la veille au soir. Maillot de bain, crème solaire, le ballon de football américain en mousse de Mason, le lapin en peluche de Lily, sans lequel elle refuse de dormir, et un plat de salade de pommes de terre recouvert de papier aluminium. La recette de ma grand-mère, celle qu'elle m'avait apprise quand j'avais 12 ans, alors que je me tenais sur un marchepied, dans sa cuisine à Colton, en Géorgie. 11 heures de route, plus de 1100 km. 2 arrêts à la station-service. Le premier, parce que la vessie de Mason a la taille d'une noix. Le second, parce que Lily avait besoin de ses biscuits salés, sinon la banquette arrière allait se transformer en zone de guerre. Je n'avais pas assisté à la réunion de famille depuis 3 ans. L'année précédant mon divorce, j'y étais allé seul, car mon ex-mari disait qu'il ne faisait pas les réunions de ma famille. Les 2 années suivantes, je n'avais pas pu prendre de congé. Les gardes de nuit consécutives aux urgences, ça ne se soucie pas de votre calendrier familial. Cette année-là, j'avais échangé mes gardes avec 2 collègues. J'avais utilisé un service que je gardais sous le coude depuis 18 mois. Je voulais que mes enfants connaissent leurs cousins, leurs oncles, et les terres de leur arrière-grand-mère. Nous sommes arrivés à Colton à 16h15. Je pouvais apercevoir les voitures depuis le bout du chemin de terre. 8, 10, peut-être 12 véhicules, garés sur l'herbe. De la musique country flottait à travers les arbres. Quelqu'un avait accroché des guirlandes lumineuses blanches, le long de la rambarde du Porsche. Mason a pressé son visage contre la vitre. « Maman, est-ce que tous ces gens sont notre famille ?» J'ai répondu « oui ». Je me trompais sur ce point. Je portais Lily sur ma hanche. Mason marchait devant moi, son ballon en mousse sous le bras, balayant déjà le jardin du regard pour trouver des enfants de son âge. Je tenais la salade de pommes de terre de ma main libre. Nous avons monté les marches du Porsche, ces mêmes marches que j'avais gravies chaque été, depuis que j'avais 6 ans. La porte moustiquaire s'est ouverte. Ma tante Marlène a rempli l'encadrement. Elle ne s'est pas écartée. Elle n'a pas souri. Elle m'a regardé, puis elle a regardé les enfants, avant de jeter un coup d'œil par-dessus son épaule, vers le salon. Là-bas, je pouvais entendre 15, peut-être 20 voix, se superposer les unes aux autres. Des rires, et le tintement des glaçons dans les verres. Puis, elle s'est tournée vers moi, et a dit la chose suivante, assez fort pour que quiconque dans un rayon de 3 mètres puisse l'entendre, qui t'a invité. Ici, c'est pour la vraie famille. Mes mains sont devenues engourdies. La salade de pommes de terre a failli m'échapper. Mason s'est arrêté de marcher. Il a levé les yeux vers moi, avec cette expression qu'ont les enfants quand ils savent que quelque chose cloche, mais qu'ils n'ont pas encore le vocabulaire pour l'exprimer.
Lily a enfoui son visage dans mon cou. J'ai regardé par-dessus l'épaule de Marlène. 1 mètre derrière elle. Il y avait ma mère, Donna Everett, 58 ans, tenant un verre de thé glacé, les yeux fixés sur le sol. Maman. Rien. Elle n'a pas levé les yeux. Elle n'a pas bougé. Elle a pris une gorgée de son thé. Je lui ai laissé 5 secondes. Je les ai comptés. 1, 2, 3, 4, 5. Elle ne m'a rien donné. Marlène se tenait toujours là, une main sur l'encadrement de la porte, comme un videur dans une boîte de nuit où je n'aurais pas respecté le code vestimentaire. Derrière elle, la musique continuait de jouer. Quelqu'un a ri. L'odeur du barbecue filtrait à travers la moustiquaire. La main de mon fils a trouvé la mienne. Ses doigts tremblaient. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas argumenté. J'ai remonté Lily plus haut sur ma hanche, j'ai pris la main de Mason, et je me suis retourné. La salade de pommes de terre est restée sur la rambarde du Porsche. Je n'allais pas la rapporter. Nous avons marché jusqu'à la voiture. Le gravier crissait sous nos chaussures. Derrière nous, la porte moustiquaire s'est refermée. Personne ne nous a suivis. J'ai attaché Lily dans son siège. Mes mains étaient stables, car elles se devaient de l'être. J'ai posé des perfusions sur des patients polytraumatisés, pendant que les alarmes hurlaient autour de moi. La mémoire musculaire se fiche bien de savoir si votre cœur est en train de se briser. Mason a grimpé sur son siège, sans dire un mot. Il a posé son ballon en mousse sur le sol, et il a regardé fixement par la fenêtre. Je suis sorti de l'allée en marche arrière, j'ai dépassé la rangée de voitures garées, je me suis engagé sur la route départementale, j'ai conduit sur exactement 1,5 km, et je me suis garé sous un pacanier, là où le bas-côté était assez large. J'ai coupé le moteur, et j'ai posé mes mains sur le volant. Lily dormait déjà. Elle était debout depuis 4 heures du matin, et son corps ne faisait pas la différence entre une sieste de road trip et une retraite forcée. Mason a parlé en premier, d'une voix calme et prudente. « Maman, est-ce qu'on a fait quelque chose de mal ?» Je me suis retourné, et je l'ai regardé. « Non, mon bébé. Nous n'avons rien fait de mal. » Il a hoché la tête. Il ne me croyait pas complètement, mais il me faisait suffisamment confiance pour ne pas insister. Je suis resté assise là, pendant 2 minutes. Puis, j'ai pris mon téléphone. J'ai fait défiler mes contacts, en ignorant le nom de Marlène, celui de ma mère, celui de Russell, et celui de toutes les personnes qui se trouvaient à l'intérieur de cette maison, en train de manger de la nourriture payée par une femme qui n'était même pas présente. J'ai appuyé sur un seul nom, Mamie Vive. Je n'ai pas appelé pour pleurer. J'ai appelé parce que ma grand-mère était la seule personne dans cette famille, qui méritait de connaître la vérité. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Sa voix était chaleureuse, mais un peu fatiguée. Elle avait subi une opération pour une prothèse de hanche 2 semaines plus tôt, et les analgésiques la rendaient somnolente l'après-midi. Gracie, comment se passe la réunion, ma chérie? Est-ce que Mason a déjà goûté au coblé aux pêches? J'ai ouvert la bouche. Rien n'est sorti. J'étais assise là, sur le bas-côté d'une route départementale, avec ma fille qui dormait derrière moi, et mon fils qui fixait ses chaussures, et je n'arrivais pas à trouver un seul mot. Grace, tu es là. Je suis là, mamie. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air bizarre. Je lui ai tout dit, très simplement. Pas de larmes, pas d'exagération, juste les faits, exactement comme je remplirais le dossier médical d'un patient. Nous sommes arrivés à 16h15. Marlène a ouvert la porte. Marlène a dit, ici, c'est pour la vraie famille. Mason l'a entendu. Lily était dans mes bras. Maman se tenait juste là. Et maman n'a rien dit. Le silence. Un long silence. Je pouvais entendre l'horloge sur le mur de Mamie Vivian, ce vieux régulateur qu'elle possède depuis bien avant ma naissance. Marlène a dit ça? Ce n'était pas vraiment une question. Devant les petits? Oui, madame. Et ta mère, Donna, était juste là, à 1 mètre, en train de tenir son thé glacé? Un autre silence. Puis, Mamie Vivian a expiré, d'une façon lente et contrôlée. De la façon dont elle respire lorsqu'elle prend une décision, et non lorsqu'elle digère une émotion. Écoute-moi. Tu conduis ces enfants au Comfort Inn sur la route 9. Prends une chambre. Je te rappelle dans 2 heures.
Ne réponds à aucun autre appel ce soir. Tu m'entends? Oui, madame. Et Grèce? Oui. Tu n'as rien fait de mal. Ne porte pas cette culpabilité, pas même une seule seconde. Elle a raccroché. Je suis resté assis sous ce pacanier, et j'ai reconnu ce ton. Je ne l'avais entendu qu'une seule fois auparavant, il y a 20 ans, à la mort de grand-père, quand quelqu'un a essayé de faire pression sur elle pour qu'elle vende ses terres. Aujourd'hui, cette personne ne possède plus aucune terre. Le motel Comfort Inn sur la route 9 sentait le chlore, et le nettoyant pour moquette. Mason s'est assis au petit bureau, et a ouvert son carnet de croquis. Lily s'est réveillée juste assez longtemps pour demander du jus de fruits, puis elle s'est rendormie, serrant son lapin en peluche sur le lit le plus proche de la fenêtre. Je me suis assise sur le bord de l'autre lit, et j'ai fixé le mur. Si je ne disais rien, si je laissais couler cette histoire de la même manière que tous les autres affronts étaient passés, voici ce qui allait arriver. Marlène continuerait de diriger la réunion, et de décider qui comptait vraiment. Mes enfants grandiraient en entendant le mot « famille », tout en se demandant pourquoi ils ne les incluaient pas. Et ma mère continuerait de choisir la voie de la facilité, ce qui impliquait toujours de choisir Marlène. Mais il y avait autre chose, quelque chose auquel je n'avais pas pensé depuis des années. La fiducie familiale des puits. Mamie Vivian l'avait mise en place après la mort de grand-père. Elle avait utilisé l'argent de la vente de 30 hectares de terres agricoles à un promoteur. Chaque bénéficiaire recevait un versement annuel. J'étais inscrite sur la liste depuis l'âge de 22 ans. Cependant, je n'avais jamais géré l'argent moi-même. Quand j'étais jeune et que je n'avais pas d'adresse fixe, maman a proposé de recevoir ma part, et de la garder pour moi. J'avais signé un formulaire. J'avais 22 ans, et j'avais une confiance aveugle en ma mère. C'était il y a 12 ans. Je n'avais jamais révoqué cet arrangement. Je n'avais jamais posé de questions à ce sujet. À chaque fois que je l'évoquais, maman me disait, c'est Marlène qui gère les finances de la famille. Ne t'inquiète pas pour ça. Désormais, assise dans une chambre de motel, à 100 km d'une maison dont je venais d'être jeté, j'ai commencé à faire des calculs. Des calculs que j'aurais dû faire depuis des années. 3 ans de versement que je n'avais jamais vus. Pas un virement, pas un chèque, pas un seul mot. Où était passé mon argent? Le lendemain matin, je me suis préparé un café soluble offert par la réception du motel, et j'ai allumé mon téléphone. Le groupe de discussion de la famille affichait 47 nouveaux messages. Marlène avait publié un carrousel de photos la veille, à 21 h, soit 1 heure après mon départ. La longue table sur le porche de mamie Vivian, recouverte d'une nappe à carreaux, et croulant sous la nourriture. Des enfants courant sur la pelouse avec des cierges magiques. L'oncle Russell au barbecue, tenant sa pince en l'air comme un trophée. Et ma mère, Donna, assise sur une chaise pliante, qui souriait, qui riait, en tenant le bébé de quelqu'un d'autre. Elle souriait, quelques heures seulement après avoir vu sa propre fille se faire refouler à la porte. La légende de Marlène, la réunion a été merveilleuse cette année. Tellement bénie d'avoir notre vraie famille réunie. Dieu est grand. 47 messages en dessous. Des émojis cœur. La meilleure édition jusqu'à présent. Vous me manquez déjà tous. Vivement l'année prochaine. J'ai fait défiler chaque message, un par un. Pas une seule personne n'a demandé où j'étais. Pas une seule personne n'a écrit, et, Grèce ne devait pas venir. Pas une seule. Il y avait 23 adultes dans ce groupe de discussion. La plupart d'entre eux m'avaient vu à ces réunions depuis que je portais des couches. J'avais tenu leur bébé, j'avais envoyé des cartes d'anniversaire à leurs enfants, j'avais envoyé des fleurs quand la femme de l'oncle Russell s'était fait opérer. Et quand j'ai disparu d'une réunion, à laquelle j'avais conduit 11 heures pour assister, pas un seul d'entre eux n'a remarqué mon absence, ou ne s'en est assez soucié pour poser la question. J'ai posé mon téléphone, et j'ai pris mon café. Il était tiède, et n'avait aucun goût. Mason a levé les yeux de son carnet de croquis. Il avait dessiné une maison avec un grand porche, et des bonshommes allumettes debout devant. 2 de ces figures, une grande et une petite, étaient dessinées sur le côté, séparées du reste du groupe. Il a vu que je regardais. Il a fermé son carnet. Mon téléphone a sonné à 10h30. L'oncle Russell. Pendant une seconde, je me suis dit, enfin, quelqu'un a remarqué. Quelqu'un s'en soucie. Grèce. Écoute.
J'ai entendu parler de ce qui s'est passé hier à la porte avec Marlène. Ce n'était pas normal. Je me suis assise sur le lit du motel, et j'ai attendu, car dans ma famille, ce n'était pas normal, n'est jamais la phrase complète. Il y a toujours un « mais ». Mais tu sais comment est Marlène. Elle devient très territoriale au sujet de la réunion. Elle était stressée par l'organisation. Au fond, elle a de bonnes intentions. Peut-être que l'année prochaine on pourrait juste. Elle a dit à mes enfants qu'ils n'étaient pas de la vraie famille, oncle Russell. Une pause. Mon fils m'a demandé hier soir s'il avait fait quelque chose de mal. Il a 7 ans. Il a fait un dessin de la maison, avec tout le monde à l'intérieur, et nous, debout à l'extérieur. Il a 7 ans. Une pause plus longue. Je l'ai entendu déglutir. Bon, je vais lui parler. Essayer d'arrondir les angles. Et voilà, c'était le scénario habituel de la famille. Quelqu'un se comporte de façon atroce. Quelqu'un d'autre dit, je vais lui parler. Personne ne parle vraiment. Rien ne change. On attend de la personne qui a été blessée qu'elle patiente sagement, jusqu'à l'année suivante, où elle sera de nouveau blessée, d'une manière légèrement différente. Ne lui parle pas, oncle Russell. Tiens-toi face à elle, et oppose-toi à elle. Il y a une différence. Il ne savait pas quoi répondre à cela. Je pouvais entendre sa femme murmurer quelque chose en fond, probablement en train de lui dire d'écourter l'appel. Écoute Grace, je vais voir ce que je peux faire. D'accord, laisse juste un peu de temps passer. Il a raccroché, et j'ai compris quelque chose de très clair, pour la toute première fois. Russell était le meilleur d'entre eux, le plus gentil, le plus décent, et même le meilleur d'entre eux avait choisi de dire « je vais voir ce que je peux faire », plutôt que « je te soutiens ». Je ne pouvais plus attendre que quelqu'un vienne me sauver dans cette histoire. Cet après-midi-là, pendant que Lily faisait la sieste et que Mason regardait des dessins animés à bas volume, j'ai rappelé Mamie Vivian. Elle a répondu immédiatement. J'attendais que tu appelles. Mamie, je dois te demander quelque chose à propos de la fiducie. Vas-y, est-ce que je suis toujours inscrite comme bénéficiaire? Bien sûr que oui, ma chérie. Toi, ta mère, Marlène, Russell, et 6 autres personnes. Pourquoi? Le versement, celui qui est annuel. À combien s'élève-t-il par personne? 4 200 € chaque mois de juillet. C'est Douglas Hollis qui s'en occupe. Il le fait depuis 15 ans. J'ai fermé les yeux. 4 200 € par an. Cela faisait 3 ans que j'avais déménagé à Nashville. Ça représentait 12 600 € que je n'avais jamais vus. Mamie, je n'ai pas reçu un seul centime depuis 3 ans. Le silence qui a suivi était différent de tous les silences que j'avais pu entendre venant d'elle auparavant. Ce n'était pas de la confusion. Ce n'était pas de la tristesse. C'était le silence d'une femme à qui l'on vient d'annoncer que quelqu'un a volé de la nourriture à sa propre table. Répète-moi ça. 3 ans. Rien du tout. Pas un virement, pas un chèque, pas un seul coup de fil à ce sujet. Maman a dit que Marlène gérait les finances de la famille, et de ne pas m'inquiéter. Je l'ai entendu poser quelque chose, un verre peut-être, posé lentement et délibérément sur une surface en bois. Douglas Hollis va recevoir un appel de ma part dans les 10 prochaines minutes. Mamie. Grace, tu me laisses m'occuper de cette partie. Toi, tu prends soin de ces petits. Moi, je m'occupe du reste. Elle a raccroché. Pas d'au revoir, pas de formule de politesse. Juste une femme qui avait passé 70 ans de sa vie à gérer des terres, de l'argent, ainsi qu'une famille pleine de fortes personnalités, et qui venait de découvrir que quelqu'un s'était amusé à jouer avec ces 3 choses à la fois. Je suis restée assise là, tenant mon téléphone, et pour la première fois en 2 jours, je n'étais plus seulement blessée, j'étais devenue extrêmement attentive. D'accord, j'ai besoin de faire une pause ici pendant une seconde. Si vous êtes toujours avec moi, si vous avez déjà découvert que quelqu'un de votre famille vous cachait quelque chose qui vous revenait de droit, écrivez le mot vérité dans les commentaires. Je veux voir combien d'entre nous ont traversé ça. Et si cette histoire fait écho en vous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre en ce moment même. Très bien, retour à ce qui s'est passé ensuite. Parce que Mamie Vivian ne faisait que commencer. Je n'ai pas eu de nouvelles de Mamie Vivian pour le reste de la journée. Elle m'avait dit de ne pas répondre aux autres appels, et je ne l'ai pas fait.
Mais je pouvais sentir que quelque chose se préparait. Un peu comme on sent un orage arriver, avant même que le ciel ne change de couleur. Voici ce que j'ai appris plus tard. Douglas Hollis était l'avocat de la famille depuis 15 ans. Il gérait la fiducie, préparait les versements annuels, et tenait les comptes méticuleusement. Quand Mamie Vivian l'a appelé ce soir-là, il a sorti les dossiers dans l'heure qui a suivi. Les versements avaient bien été envoyés chaque mois de juillet, exactement comme Mamie Vivian l'avait ordonné. Mais voici le problème, ma part, et celle de ma mère, étaient toutes deux déposées sur le même compte, le compte courant de Donna. Cet arrangement remontait à un formulaire que j'avais signé à l'âge de 22 ans, autorisant ma mère à recevoir les fonds en mon nom. Je ne l'avais jamais révoqué. Je n'en avais même jamais demandé une copie. Pendant les 9 premières années, on m'a dit que l'argent était mis de côté pour moi. Puis je me suis marié, puis j'ai divorcé, je me suis retrouvé noyé sous le travail et ma vie de mère célibataire, et j'ai cessé de poser des questions. Ma mère disait que Marlène s'en occupait. Et Marlène, de son côté, ne me disait rien du tout. Hollis a retracé les dépôts. Le compte de Donna recevait bien les deux par chaque année, mais l'argent bougeait vite, il était retiré ou transféré dans les jours suivant son arrivée. Où allait-il ensuite? Il ne pouvait pas le dire uniquement à partir des dossiers de la fiducie, mais le schéma était clair. L'argent entrait, il ressortait, et rien de tout cela n'arrivait jusqu'à moi. Mamie Vivian a écouté tout cela. Ensuite, elle a donné 2 instructions à Hollis. Premièrement, préparer un avis de gel de tous les versements de la fiducie familiale puis, avec effet immédiat. Deuxièmement, rédiger une modification à son testament, afin de retirer Marlène puis et Donna Everett de la liste des bénéficiaires. Elle lui a précisé qu'elle voulait que ces 2 documents soient prêts pour le lendemain matin. Mon téléphone a vibré à 23 heures. Un message provenant d'un numéro que j'ai failli ne pas reconnaître. C'était Tammy, la fille de Marlène, âgée de 28 ans. Nous avions été proches pendant notre enfance, avant de nous éloigner lorsque sa mère a commencé à tout diriger. Je suis désolé pour hier. C'était injuste. Je voulais dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Je suis désolé. J'ai tapé en retour, mais tu ne l'as pas fait. 3 petits points sont apparus, ont disparu, puis sont réapparus. Je sais. J'aurais dû. Est-ce que je peux t'appeler? Je suis sorti sur le balcon du motel. Le parking était vide. La chaleur de la Géorgie s'accrochait encore au béton, même à 23 heures. Tammy a parlé doucement. J'ai pu entendre une porte se fermer. Elle était chez Marlène, probablement enfermée dans une salle de bain. Ma mère fait ça depuis des années, Grace. Et pas seulement à toi. Elle contrôle qui vient, et qui ne vient pas. Elle décide qui fait partie du cercle. Et qui en est exclu. Et l'argent. Le budget de la réunion. Mamie Vive lui donne 15 000 € chaque année pour l'événement. Ça ne coûte pas 15 000 €. Ça coûte environ la moitié de ça, peut-être même moins. Je me suis appuyé contre la rambarde. Pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Parce que ma mère a regardé ta fille en face, et lui a dit qu'elle n'était pas de la vraie famille. Lily a 4 ans, Grace. 4 ans. J'étais debout dans la cuisine, j'ai tout entendu à travers la porte moustiquaire. Et je ne peux plus faire semblant que c'est normal. J'ai fait semblant pendant trop longtemps. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'étais en train de faire le calcul. 7 000 € par an. Siphonné sur le budget de la réunion. Depuis combien d'années? Tammy a ajouté une dernière chose avant de raccrocher. Sa voix est descendue encore d'un ton. Mamie Vive a appelé ma mère il y a environ 20 minutes. Je n'ai jamais entendu ma mère parler avec cette voix-là auparavant. Quelle voix? Elle avait peur. Donna a appelé à 7h30 le lendemain matin. J'étais debout depuis 5 heures. Les infirmières des urgences ne dorment jamais au-delà de 5 heures du matin, même lors des pires journées de leur vie. Grace. Sa voix était tendue, sous contrôle. Pas la voix d'une femme sur le point de s'excuser. La voix d'une femme sur le point de gérer une situation. Qu'est-ce que tu as dit à ta grand-mère? J'ai versé de l'eau dans la cafetière du motel, et j'ai appuyé sur le bouton. Je lui ai dit la vérité. Tu n'avais aucun droit de l'entraîner là-dedans. C'est une affaire de famille. J'ai failli rire. Failli. C'est amusant. Maman,
hier encore, je ne faisais pas partie de la famille. Tu dramatises tout. Marlène essayait juste de. Maman. J'ai gardé une voix neutre. Le même ton que j'utilise lorsque j'annonce à la famille d'un patient que les prochaines heures vont être cruciales. Mon fils m'a demandé s'il avait fait quelque chose de mal. Ma fille a enfoui son visage dans mon cou, parce qu'une femme adulte lui a dit qu'elle n'avait pas sa place ici. Ne me dis pas que je dramatise. Silence à l'autre bout du fil. J'ai entendu le tintement d'une tasse de café contre un plan de travail. Elle était chez Marlène. Bien sûr qu'elle y était. Ta grand-mère menace de geler la fiducie. Elle parle de changer le testament. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie? Je comprends exactement ce que ça signifie. Alors appelle-la. Répare ça avant que ça n'aille trop loin. Répare ça. 2 mots qui m'ont tout dit. Elle n'appelait pas parce qu'elle était désolée. Elle appelait parce que l'argent était menacé. Elle n'avait pas composé mon numéro pendant 24 heures, après m'avoir vu me faire refouler avec ses propres petits-enfants. Mais elle l'a composé en moins de 12 heures, après avoir appris que son versement risquait de disparaître. Tu as eu 20 ans pour prendre ma défense. Tu as eu 5 secondes devant cette porte. Et tu as choisi de ne rien faire. Et maintenant, tu m'appelles pour que je répare tout ça. Elle a raccroché la première. Le message est tombé à 14h14. Un message de groupe, envoyé simultanément par SMS et par email, à tous les bénéficiaires de la fiducie de la famille puis. 11 personnes. Mamie Vivian ne faisait pas les choses à moitié. J'étais assise sur le sol du motel, en train d'aider Lily à colorier une page d'un cahier acheté au magasin à 1 euro, quand mon téléphone s'est allumé. Je l'ai lu une première fois, puis une deuxième. Ici Vivian puis. Je vous écris pour informer chaque membre de cette famille de ce qui suit. Avec effet immédiat, tous les versements annuels provenant de la fiducie de la famille puis sont gelés, et ce jusqu'à nouvel ordre. J'ai ordonné à mon avocat, Douglas Hollis, de préparer une modification à mes dernières volontés, et à mon testament. Marlène puis et Donna Everett seront retirées de la liste des bénéficiaires, jusqu'à ce qu'elles présentent des excuses publiques et écrites à ma petite fille, Grace Everett, ainsi qu'à ses enfants, Mason et Lily, pour leur comportement lors de la réunion de famille tenue chez moi, et financée par ma fiducie. De plus, j'ai exigé un compte-rendu comptable complet des dépenses de la réunion pour les 5 dernières années. Car les chiffres ne correspondent pas à ce qui m'a été rapporté. J'ai créé cette fiducie pour que cette famille prenne soin de ses membres. Je ne financerai pas un rassemblement qui repousse mon propre sang. Vivian puis. J'ai posé le téléphone. Lily a levé les yeux. Maman, tu vas bien? Oui, mon bébé. Je vais bien. J'allais même plus que bien. Pour la première fois de ma vie, quelqu'un dans cette famille avait mis la vérité par écrit. Pas un murmure dans un couloir, pas un vague, je vais lui parler, mais une déclaration officielle, avec des noms précis, envoyée à tout le monde. Mes mains tremblaient. Pas de peur, mais à cause de quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis très longtemps. Le sentiment d'être défendu. En l'espace d'1 heure, mon téléphone s'est mis à sonner. Et il ne s'est plus arrêté. L'oncle Russell a appelé le premier. Sa voix était différente à présent. Plus de « tu sais comment est Marlène ». Plus aucune suggestion de « laisser un peu de temps passer ». Grace, s'il te plaît. J'ai les frais de scolarité de Tyler à payer le mois prochain. Je comptais vraiment sur ce versement. Est-ce que tu peux parler à mamie Vivian? Lui expliquer que je n'ai rien à voir avec tout ça. Ensuite, Derek, mon cousin, que s'est-il passé? Pourquoi la fiducie est-elle gelée? Je ne savais même pas que tu devais venir à la réunion. Puis Nicole, une autre cousine. Grace, je sais que cette situation est terrible. Vraiment. Mais j'ai les factures de l'orthodontiste pour mes enfants, et moi, je n'ai rien fait de mal. Tu pourrais lui demander de libérer au moins les parts individuelles? Puis tante Patricia, qui a intégré la famille par mariage il y a 30 ans, ma chérie, je ne connais même pas toute l'histoire, mais Russell fait les 100 pas dans la cuisine, et j'ai besoin que tu saches que nous t'aimons. 6 appels en 2 heures. Chacun d'entre eux a suivi exactement le même schéma. Une brève reconnaissance du fait que quelque chose de mal s'était produit, suivi d'un plaidoyer beaucoup plus long, et beaucoup plus urgent, au sujet de l'argent. J'ai écouté chacun d'eux. Je n'ai fait aucune promesse.
Je n'ai fait aucune leçon de morale. Je me suis contenté de répéter la même chose à chaque fois, très calmement. Ce n'est pas moi qui ai gelé quoi que ce soit. C'est mamie Vivian. Et elle l'a fait parce que pas une seule personne dans cette famille n'a dit le moindre mot, quand mes enfants se sont fait traiter de fausses familles sur le pas de sa porte. Après le 6e appel, j'ai éteint mon téléphone. Masson avait arrêté de dessiner. Il m'observait depuis la chaise du bureau, avec des yeux très sérieux. Ce regard qu'il prend lorsqu'il enregistre quelque chose qu'il ne comprend pas tout à fait, mais dont il sait que c'est important. Qui n'arrête pas d'appeler, maman? La famille. Il y a réfléchi pendant une seconde. La même famille qu'hier? Oui, mon bébé. Les mêmes. Il est retourné à son dessin. Petite pause rapide. Je dois vous poser une vraie question. Si votre grand-mère envoyait ce message, gelant tout, citant des noms, et mettant tout par écrit, est-ce que vous vous sentiriez soulagé, ou est-ce que vous vous sentiriez coupable? Parce que j'ai ressenti les deux exactement en même temps, et je ne savais pas à quel sentiment me fier. Dites-le moi dans les commentaires, soulagé ou coupable. Je lis absolument tout. Très bien, laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé ensuite, parce que Marlène n'avait pas dit son dernier mot. 24 heures après le message de mamie Vivian, Marlène a fait son mouvement. Un nouveau message est apparu dans le groupe de discussion. Son ton était soudainement mesuré, soudainement très raisonnable. Tout cela est allé trop loin. Réunion de famille ce soir, 20h, sur Zoom. Nous devons régler ça comme des adultes, avant que maman ne prenne des décisions sur lesquelles elle ne pourra pas revenir. Je vous prie tous d'être présents. J'ai fixé le message. Marlène essayait de reprendre le contrôle de l'audience, en attirant la famille dans un espace qu'elle pouvait maîtriser. Elle tentait de se faire passer pour la personne calme, pour la pacificatrice, pour l'adulte de la situation. Je n'allais pas lui laisser la scène. Puis, mon téléphone a vibré. Un SMS privé de mamie Vivian. Rejoins l'appel, ma chérie. J'y serai aussi. À 19h58, j'ai ouvert mon ordinateur portable sur le bureau du motel. Masson et Lily dormaient dans le lit derrière moi, et un dessin animé brillait encore sur l'écran de la télévision, avec le son coupé. Je me suis connecté. 18 petites cases ont rempli l'écran. Russell et Patricia, côte à côte. Derek, seul, dans ce qui ressemblait à un garage. Nicole dans sa cuisine. Tammy dans une chambre. J'ai remarqué qu'elle s'était positionnée de façon à ce que le mur derrière elle soit totalement vide. Elle ne voulait pas que quiconque sache dans quelle pièce elle se trouvait. La case de Donna était noire. Caméra éteinte. Juste son nom. Et sur la rangée du bas, mamie Vivian, la caméra allumée, assise bien droite dans son lit d'hôpital au centre de rééducation, ses cheveux blancs attachés en arrière, et ses lunettes de lecture sur le nez. Elle avait l'air d'une femme qui attendait une réunion, dont elle avait déjà décidé de l'issue. Marlène a réactivé son micro. Elle était coiffée, elle portait du rouge à lèvres. Elle s'était préparée. Merci à tous d'être ici. Maman, je veux commencer par dire que je t'aime, et je pense qu'il y a eu un terrible malentendu. Quoi que Grace ait pu te dire. Elle donne à cette histoire des proportions démesurées. J'ai simplement dit que la réunion était réservée à la famille. Elle l'a pris de la mauvaise façon. Mamie Vivian n'a pas scié. Marlène a parlé pendant 3 minutes. Elle a utilisé le mot malentendu 4 fois, le mot au contexte 2 fois, et l'expression proportion démesurée 1 fois. Elle a mentionné à quel point elle travaillait dur pour cette réunion, à quel point l'organisation était stressante, et comment elle ne blesserait jamais personne intentionnellement. Quand elle a terminé, la réunion Zoom a été plongée dans le silence. 18 cases, 18 visages, tous fixant une seule et même personne. La vieille dame dans son lit d'hôpital. Mamie Vivian a ajusté ses lunettes. Marlène, as-tu terminé? Oui, maman. Bien. Maintenant, je vais parler. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'en avait pas besoin. Dans ma famille, quand Vivian puis parle lentement, vous avez intérêt à l'écouter rapidement. Premièrement, tu as dit à ma petite fille qu'elle n'était pas de la vraie famille. Tu l'as dit sur mon propre palier, dans ma propre maison, lors d'une réunion que je finance, et devant mes propres arrière-petits-enfants. Un garçon de 7 ans et une fille de 4 ans. T'ont entendu prononcer ces mots. Marlène a ouvert la bouche.
Vivian a levé un doigt. Marlène l'a refermé. Deuxièmement, j'ai appelé Douglas Hollis hier. Le versement de Grace, soit 4 200 € par an, a été déposé sur le compte de Donna au cours des 3 dernières années. Grace n'a jamais reçu un seul centime. 12 600 € de l'argent de la fiducie ont disparu dans la nature. Les yeux de Russell se sont écarquillés. Nicole s'est couvert la bouche avec les mains. Derek s'est penché en avant sur sa chaise. Troisièmement, le budget de la réunion que je te donne chaque année est de 15 000 €. Douglas a vérifié les chiffres. Les dépenses réelles se situent en moyenne plus près des 7 500 €. Je veux savoir où sont passés les 7 500 € restants. Marlène, chaque année. Au cours des 5 dernières années. 18 cases. Pas un bruit. Je pouvais voir la femme de Russell, Patricia, agripper son bras hors du champ de la caméra. Le visage de Marlène était devenu livide. Sa bouche bougeait, mais aucun son ne sortait. Et dans sa case noire, la caméra de Donna était toujours éteinte, elle se cachait toujours. Marlène a retrouvé juste assez d'aplomb pour parler. Maman, ce ne sont pas juste les dépenses. Je peux expliquer. Il y a eu des réparations. La rambarde du porche, le problème avec la fosse septique, les... Je ne t'ai pas demandé de réparer quoi que ce soit. La voix de mamie Vivian était aussi plate qu'un niveau à bulles. Je t'ai demandé d'organiser un dîner. Nicole est intervenue depuis la case de sa cuisine. Marlène, réponds juste à la question. Où est passé l'argent? Je l'ai utilisé pour le bien de la famille, pour la maison de maman. Vous profitez tous de cette propriété chaque été, et personne d'autre ne lève le petit. Marlène. Mamie Vivian l'a coupé net, comme avec un scalpel. J'ai un homme à tout faire. J'ai un entrepreneur avec qui je travaille depuis 30 ans. Je ne t'ai pas demandé de dépenser un seul euro pour ma maison. Maintenant, assieds-toi, et arrête de parler. Marlène s'est tue, ses lèvres serrées l'une contre l'autre si fort qu'elles en disparaissaient. Mamie Vivian a tourné son attention vers la case noire. Donna, allume ta caméra. 3 secondes ont passé. La case a clignoté. Donna est apparue, les yeux rouges, assise à ce que j'ai reconnu être la table de la cuisine de Marlène. Donna, savais-tu que Grace ne recevait pas son versement? Le menton de Donna a tremblé. Je croyais que Marlène s'en occupait. Elle avait dit qu'elle s'assurerait. Tu croyais. Mamie Vivian a répété le mot, comme s'il avait un mauvais goût dans sa bouche. Tu as aussi cru que c'était une bonne idée de rester planté devant ma porte, et de ne rien dire, pendant que ta sœur disait à ta fille, et à tes petits-enfants, qu'ils n'avaient pas leur place ici. Donna a commencé à pleurer silencieusement. Pas de la façon dont on pleure quand on est désolé. De la façon dont on pleure quand on s'est fait attraper. Je t'ai élevé mieux que ça, Donna. Et tu es en train de laisser ce silence se transmettre à tes petits-enfants. Tous les visages sur cet appel étaient figés. Russell fixait ses mains. Derek hochait lentement la tête. Patricia se couvrait la bouche. Je n'ai rien dit. Je n'en avais pas besoin. Mamie Vivian a laissé le silence s'installer pendant 5 longues secondes. Ensuite, elle s'est redressée dans son lit d'hôpital, et a parlé avec le rythme de quelqu'un qui lit des conditions qu'il a déjà rédigées au préalable. Voici ce qui va se passer. Et je ne le dirai qu'une seule fois. 1. Tous les versements de la fiducie de la famille puis resteront gelés, jusqu'à ce que Marlène fournisse un relevé comptable complet, et détaillé, des dépenses de la réunion pour les 5 dernières années. Chaque reçu, chaque dépense. 2. La part de la fiducie revenant à Grace ne transitera plus par le compte de Donna. À partir d'immédiatement, elle ira directement à Grace. Douglas Hollis se chargera du transfert des 3 années d'arriérés, soit 12 600 €. 3. Marlène et Donna sont retirées de mon testament. Jusqu'à ce qu'elles présentent des excuses écrites à Grace, Mason, et Lily. Et elles devront lire ces excuses devant toute cette famille, pas de SMS, pas d'appel téléphonique, mais par écrit, et à haute voix, là où tout le monde pourra les entendre. 4. La réunion de l'année prochaine sera organisée par Russell. Marlène, tu es la bienvenue pour y assister. Mais tu n'es plus la bienvenue pour la diriger. Nicole a expiré de façon audible. Derek a hoché la tête, d'un mouvement lent et délibéré.
Russell avait l'air d'un homme à qui l'on venait de confier une responsabilité dont il ne voulait pas, mais qu'il savait ne pas pouvoir refuser. La case zoom de Marlène est devenue noire. Elle s'était déconnectée. Donna était toujours devant la caméra, toujours en train de pleurer, toujours assise à la table de Marlène. Mamie Vivian n'avait pas terminé. J'ai 82 ans. J'ai créé cette fiducie pour que les membres de cette famille prennent soin les uns des autres, pas pour qu'une seule personne s'arroge le droit de décider qui en fait partie, et qui en est exclu. Elle a fait une pause, et a regardé directement dans la caméra. Et je n'ai pas survécu à la mort de Raymond Puy, à une récession économique, et à une opération de la hanche, pour voir mon arrière-petite-fille se cacher derrière la jambe de sa mère, simplement parce qu'une adulte lui a dit qu'elle ne comptait pas, elle a mis fin à l'appel. J'ai fermé l'ordinateur portable. La chambre du motel était calme. Le dessin animé à la télévision était terminé et tournait en boucle sur l'écran titre, projetant une lumière bleue sur le lit où dormaient mes enfants. Mason avait bougé pendant l'appel. Son arme était posée sur le dos de Lily, protecteur même dans son sommeil. C'était une habitude qu'il avait prise depuis le divorce, comme s'il s'était autoproclamé son second parent, sans que personne ne le lui demande. Je suis restée assise sur la chaise de bureau, et j'ai posé mes mains sur mes genoux. Je ne me sentais pas victorieuse. Je n'ai pas ressenti cette montée d'adrénaline que les gens s'imaginent lorsqu'ils entendent une histoire comme celle-ci. J'ai ressenti quelque chose de plus silencieux, de plus lourd, un peu comme un os que l'on remet en place. Le soulagement est bien réel, mais la douleur l'est tout autant. J'avais passé 3 décennies à essayer de gagner ma place au sein de ma propre famille. En étant toujours présente, en apportant le bon plat, en riant au bon moment, et en faisant semblant de ne pas entendre les commentaires du genre « Grace est forte, elle n'a pas besoin d'aide », ce qui était en fait un code pour dire « Grace est facile à ignorer ». Et aujourd'hui, pour la première fois de ma vie, quelqu'un avait dit « On t'a fait du tort, et il y aura des conséquences ». Mon téléphone a vibré. C'était Mamie Vivian. « Tu vas bien, ma chérie ?»« Oui, mamie, je vais bien. J'aurais dû faire plus attention. C'est de ma faute. » Non, c'est de leur faute. Elle est restée silencieuse pendant une seconde. Alors sache que tu fais toujours partie de la vraie famille, Grace. Et ce, chaque jour de ta vie. Ne laisse jamais personne te convaincre du contraire. Je l'ai remercié. Nous nous sommes dit bonne nuit. J'ai raccroché. Et puis j'ai pleuré. Pas bruyamment. Je ne pouvais pas réveiller les enfants. Juste en silence, le visage enfoui dans mes mains, les épaules tremblantes contre le dossier de la chaise. Pas parce que j'étais triste. Mais parce que pour la première fois en 3 ans, je n'avais pas à expliquer pourquoi mon existence avait de la valeur. Quelqu'un le savait déjà. 2 jours après l'appel Zoom, Tammy m'a envoyé un SMS. Maman veut te parler. Elle ne t'appellera pas d'elle-même. Elle m'a demandé de te le demander. J'étais de retour à Nashville à ce moment-là. Mason était au camp d'été. Lily était à la garderie. J'étais assise dans la salle de repos de l'hôpital, entre 2 gardes, en train de manger une barre de céréales, et de fixer un distributeur automatique, comme s'il me devait quelque chose. Qu'est-ce qu'elle veut, Tammy? Elle veut savoir si elle écrit la lettre d'excuse, est-ce que mamie va tout dégeler? Et voilà. Pas de, je suis désolé. Pas de, comment vont les enfants? Pas de, est-ce qu'on peut parler de ce qui s'est passé? Juste, si je fais le strict minimum, est-ce que l'argent va revenir? Je ne contrôle pas mamie. Je sais, mais maman pense que si. Elle pense que c'est toi qui tires les ficelles. J'ai pris une bouchée de ma barre de céréales, j'ai mâché, et j'ai avalé. C'est bien ça le problème, Tammy. Ta mère pense que tout le monde fonctionne comme elle, en manipulant les gens, en tirant les ficelles, et en décidant qui est admis et qui ne l'est pas. Je n'ai tiré aucune ficelle. J'ai simplement dit la vérité. À la seule personne qui ferait réellement quelque chose pour y remédier. Tammy est restée silencieuse. C'est ce que je lui ai dit. Mais elle n'a pas écouté. Bien sûr qu'elle n'a pas écouté. Grace, pour ce que ça vaut, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle a fouillé dans les tiroirs toute la matinée à la recherche de reçus. Je ne pense pas qu'elle va en trouver assez. Je n'ai ressenti aucune pitié pour Marlène. J'aurais voulu en ressentir. Une part de moi voulait trouver le moyen d'éprouver de la compassion, pour cette femme en train de retourner ses propres classeurs à 6 heures du matin. Mais ensuite,
je me suis souvenu du visage de Lily, enfoui dans mon cou. Du poids de son petit corps, lorsque je l'ai ramenée jusqu'à la voiture. Elle n'avait pas posé de questions sur Mason. Elle n'avait pas posé de questions sur Lily. Elle s'était seulement renseignée sur l'argent. Et cela m'a absolument tout dit. 8 jours après l'appel Zoom, j'ai reçu un email de ma mère. Objet du message, je suis désolé. Je l'ai ouvert à la table de ma cuisine, après avoir couché les enfants. Il y avait 4 lignes. Grace, je suis désolé que tu te sois senti blessé par ce qui s'est passé à la réunion. J'aurais dû dire quelque chose. J'espère que tu comprends la position dans laquelle je me trouvais. J'espère que nous pourrons surmonter cela, et redevenir une famille. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai posé mon téléphone, et je me suis versé un verre d'eau. Je suis désolé que tu te sois senti blessé. Pas, je suis désolé de t'avoir blessé. Pas, je suis désolé d'être resté planté là, et d'avoir laissé ma sœur t'humilier. Juste désolé que j'ai eu des sentiments par rapport à tout ça. J'espère que tu comprends la position dans laquelle je me trouvais. Traduction, j'espère que tu vas t'apitoyer sur mon sort, au lieu de me tenir pour responsable. Surmonter cela et redevenir une famille. Comme si le problème venait de la confrontation, et non des années de silence qui l'avaient précédé. J'ai transféré l'email à Mamie Vivian, sans aucun commentaire. Le lendemain matin, Vivian a répondu directement à Donna, en me mettant en copie. Donna, ceci n'est pas une lettre d'excuse. C'est une demande de pardon, qui n'implique aucune remise en question. Tu n'as pas nommé ce que tu as fait. Tu n'as pas pris tes responsabilités. Tu as placé ton propre inconfort, au-dessus de la souffrance de ta fille. Recommence. Ma mère m'a appelé cet après-midi-là. Elle pleurait. Qu'est-ce que tu attends de moi, Grace? J'ai dit que j'étais désolé. Je veux que tu dises ce que tu as fait, pas ce que j'ai ressenti. Tu t'es tenu devant cette porte. Tu as entendu ce que Marlène a dit à tes petits-enfants, et tu n'as rien dit. C'est ça, que j'ai besoin que tu écrives. Elle a raccroché. Et pendant 2 semaines, elle n'a pas rappelé. Mais quand elle l'a finalement fait, tout était différent. 3 semaines après l'appel Zoom, les choses se sont mises en place. Pas proprement. Les conséquences ne le sont jamais. Mais clairement. Marlène a produit un compte rendu partiel des dépenses de la réunion. Partiel, parce que les reçus qu'elle avait rassemblés couvraient environ 60% du budget. Les 40% restants, soit environ 37 500 € sur 5 ans, étaient allés, selon elle, à l'entretien général de la propriété familiale. La façon polie dont Douglas Hollis l'a formulé, dans son rapport à Mamie Vivian, fut la suivante: la documentation ne justifie pas les dépenses déclarées. La réponse de Mamie Vivian: Marlène devrait rembourser 22 500 €. Un chiffre de compromis, qui serait déduit de ses futurs versements, et ce, sur une période de 6 ans. Pas de police, pas d'avocat en dehors de Hollis. Une affaire de famille gérée au sein de la famille, mais gérée une bonne fois pour toutes. Marlène a écrit ses excuses. Il lui a fallu 3 brouillons pour y arriver. Elle les a lus lors d'un second appel Zoom en famille. Sa voix était raide, sa mâchoire tendue, et ses yeux regardaient juste au-dessus de la caméra, au lieu de regarder directement l'objectif. Elle s'est excusée pour les mots prononcés lors de la réunion, ainsi que pour les écarts financiers. Un discours clinique et prudent. Ce n'était pas des remords. C'était de la pure soumission. Donna a écrit une deuxième lettre. Celle-ci était différente. Elle y disait: je savais que les versements de Grace ne lui parvenaient pas. J'ai laissé Marlène me convaincre que l'argent était mis de côté. Je n'ai pas posé de questions. Car je ne voulais pas perdre ma place dans la maison de Marlène. J'ai fait passer mon confort avant ma propre fille. Et j'ai fait ce même choix, une fois de plus, lorsque je me suis tenu devant cette porte, et que je n'ai rien dit. Je l'ai lu 2 fois. Ce n'était pas parfait, mais c'était la première chose honnête que ma mère m'ait dite depuis une décennie. Mon versement est arrivé par dépôt direct sur mon compte, 2 jours plus tard. 12 600 €. Je l'ai placé sur un compte épargne pour l'éducation de Mason et Lily. Donna a déménagé de la maison de Marlène à la fin du mois d'août. Le mois d'octobre à Nashville, au début de l'automne. Les arbres le long de ma rue commençaient tout juste à changer de couleur. Donna m'a appelé un mercredi soir. Elle avait l'air différente, plus effacée peut-être,
mais plus stable. Elle avait emménagé dans un appartement de 2 pièces, à 20 minutes de chez Mamie Vivian, à Colton. Elle travaillait à temps partiel dans une jardinerie. Pour la première fois depuis 3 ans, elle ne dormait plus sous le toit de Marlène. « Est-ce que je peux venir vous rendre visite, à toi et aux enfants ?» Je me tenais au comptoir de ma cuisine, et j'observais Mason à travers la fenêtre. Il était dans le jardin, en train de taper dans un ballon de foot contre la palissade, et il comptait ses propres rebonds. Oui. Mais pas pour faire comme si de rien n'était. Je sais. Elle a fait la route le samedi suivant, un trajet de 7 heures entre Colton et Nashville. Elle est arrivée dans l'après-midi en portant des sacs de course. Ce n'était pas un grand geste théâtral, juste du poulet, des pommes de terre, et les ingrédients de sa seule bonne recette, le poulet rôti qu'elle préparait le dimanche, quand j'étais petite. Mason l'a salué poliment. Un câlin qui a duré très exactement 2 secondes. Il est assez grand pour se souvenir, mais encore assez jeune pour laisser la porte ouverte. C'est Lily qui a tout stoppé. Elle se tenait dans le couloir, levant les yeux vers Donna, la tête penchée sur le côté, et tenant son lapin en peluche par une oreille. Puis, elle a demandé, « Est-ce que grand-mère est gentille, maintenant ?» Le visage de Donna s'est décomposé. Pas des pleurs de comédie, pas de la manipulation. Le genre de larme qui vous vient quand vous entendez une enfant de 4 ans poser une question qu'elle ne devrait pas avoir besoin de poser. Je ne me suis pas précipité pour la réconforter. Je l'ai laissée encaisser. Elle en avait besoin. Après 1 minute, elle s'est essuyé le visage, et s'est agenouillée à la hauteur de Lily. J'essaie de l'être, ma chérie. J'essaie vraiment. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, j'ai dit ce que j'avais à dire. Nous pouvons reconstruire notre relation, mais j'ai besoin que tu me choisisses quand c'est difficile, et pas seulement quand ça t'arrange. Je vous raconte cette histoire parce que quelqu'un, quelque part, a besoin de l'entendre. Pas la partie sur la vengeance, pas la partie sur l'argent. Mais la partie où l'on réalise que l'on a le droit d'arrêter de passer des auditions, pour prouver notre valeur à des gens qui devraient déjà nous aimer. J'ai conduit pendant 11 heures pour que mes enfants puissent connaître leur famille. J'ai apporté un plat que j'avais préparé à partir de la recette de ma grand-mère. Je me suis tenu sur ce porche, les mains ouvertes, et on m'a claqué la porte au nez. Quelqu'un avait décidé que je n'étais pas à la hauteur. Et quelqu'un d'autre avait décidé que son silence coûterait moins cher que son courage. Voici ce que j'ai appris. Partir n'est pas une faiblesse. C'est le fait de poser une première limite. Quand vous prenez vos enfants, et que vous vous éloignez d'un endroit qui refuse de vous faire de la place, ce n'est pas fuir. C'est les choisir eux, plutôt qu'un siège qui ne vous a jamais été offert. Dire la vérité n'est pas de la manipulation. Je n'ai pas manigancé. Je n'ai pas comploté. J'ai appelé ma grand-mère, et je lui ai raconté ce qui s'était passé. Ce que les autres ont fait de cette vérité relevait de leur propre responsabilité, et non de la mienne. De plus, garder le silence face à la cruauté n'est pas une façon de maintenir la paix. C'est un choix. Ma mère a fait ce choix devant cette porte d'entrée. Et il lui a fallu 3 mois pour en comprendre le véritable prix. Tout n'est pas magiquement réparé. Ma mère et moi n'avons pas eu une fin digne d'un téléfilm de Noël. Mais nous nous parlons toutes les semaines maintenant. Parfois c'est facile, parfois on marche sur des œufs. Elle est venue à Nashville pour Thanksgiving. Elle s'est assise à ma table. Elle a aidé Mason à faire ses devoirs. Elle a lu une histoire à Lily avant de dormir. C'était un moment calme et ordinaire, et c'était suffisant. En juillet prochain, nous retournerons à la réunion de famille. C'est Russell qui l'organise. Mamie Vivian dit qu'elle sera là cette fois-ci. Avec sa nouvelle hanche et tout. Mason m'a demandé la semaine dernière, « Maman, est-ce qu'on va à la réunion cette année ?» Je lui ai répondu, « Oui, mon bébé. » Et cette fois-ci, il n'y aura personne devant cette porte. Merci d'être resté avec moi tout au long de cette histoire. Si elle a fait l'écho en vous, si vous avez déjà dû tracer une ligne avec quelqu'un que vous aimez, même quand cela vous a coûté cher, j'adorerais vous lire. Laissez votre histoire dans les commentaires. Je les lis absolument tous. Et si vous êtes nouveau ici, voilà ce que je fais. De vraies histoires, de vraies limites, et de vraies conséquences. Abonnez-vous si c'est le genre de contenu dont vous avez besoin dans votre vie. J'ai une autre histoire qui arrive très bientôt. Celle-ci implique un mariage, un plan de table, et une belle-mère qui pensait diriger la réception.
Les liens sont dans la description. On se retrouve là-bas.